Bienvenue dans le Club des Gemmes, le podcast dans lequel les passionnés de gemmes se retrouvent. Je suis Benoît Riès, gémologue. Je vous invite à prendre un temps pour vous, rien que pour vous, autour de ces petites merveilles, fragments de notre planète Terre. Au fil des épisodes, je vais rencontrer et donner la parole à des personnes d'horizons différents. Ils utilisent les pierres, les étudient, les observent, les transforment, les collectionnent. Tout un univers s'ouvre à nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Minsal Ouazi, rappeur engagé dans l'humanitaire et le social. Il réalise dans son atelier lapidaire des superbes tailles de pierre gemmes en ultra précision. Et je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir ce nouvel épisode en compagnie de Minsal. Bonjour Minsal. Bonjour. Et Bonjour. bienvenue dans le Club des Gemmes, dans le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter juste en quelques mots? Bien sûr. Mon prénom c'est Minsal. Donc je suis tailleur de pierre, lapidaire, on peut dire, parce que c'est le nom, il y a plusieurs noms. On peut dire tailleur de pierre fine et précieuse ou tailleur de pierre de qualité gemme et de pierres précieuses aussi. Donc saphir, émeraude et rubis. Et à côté, je fais les designs des pierres, design des facettes. Je me qualifie en tant que designer lapidaire. Voilà. D'accord, donc tu as plusieurs cordes à ton arc, on va dire ça comme ça. Est-ce que j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours qui t'a amené à travailler avec les pierres. Comment c'était venu cette idée ou cette envie d'être tailleur de pierre? Alors, mon parcours il est plutôt atypique en fait, comment vous expliquer. Bon, en fait, j'étais à la base, j'ai fait beaucoup de social. J'étais dans le social, j'étais travailleur social, animateur social plus précisément. Donc, je me suis orienté vraiment pour la prise en charge d'un public particulier. Donc, ça peut être plusieurs publics, il y a des publics jeunes, public maternel. Enfin voilà, tout ce qui est un peu intergénérationnel dans le social, à mener des animations, des activités. Et puis j'étais souvent, assujetti en fait, je suis travailleur social, mais pour des collectivités. Donc, je D'accord. travaillais pour des pays, je travaillais pour des associations. Et Donc j'ai c'était fait ça pas mal de temps. pour des jeunes en difficulté, enfin pas forcément si jeunes, mais... Il y avait des jeunes en difficulté, il y avait des jeunes qui n'avaient pas forcément de difficulté, mais juste besoin d'animation et puis d'orientation pour leur vie future, en fait, et puis pour leur épanouissement aussi, en fait. Et moi, j'intervenais justement maintenant, je fais plus des interventions à côté d'interventions culturelles. Mais avant, j'étais vraiment animateur, pas studio, mais animateur centre de loisirs, voilà, quoi. Et j'ai fait ça pendant longtemps. Je suis arrivé à 33 ans, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie? Je me voyais mal à 40 ans en train d'animer des petits, voilà, voilà, il faut avoir un panache aussi, quoi. Donc, je me suis un peu projeté dans le temps. Je me suis dit, ouais, je pense quand même à ma reconversion parce que c'est quand même des métiers où je me suis professionnalisé. Mais c'est vrai que dans cette professionnalisation du social, eh ben, il y avait pas mal de précarité à côté. Donc, je me suis retrouvé aussi dans une situation pas forcément précaire, mais délicate où il a fallu que je fasse une rupture conventionnelle avec mon ancien patron. Ouais. Et en fait, j'ai été amené à du coup refaire, à m'arranger avec du coup la collectivité pour faire une rupture conventionnelle et qu'ils m'orientent. Je leur ai dit, je veux m'orienter dans la taille de pierre. La raison, elle est toute simple.
Ouais. La raison, elle est toute simple, c'est que quand j'en ai parlé à mon père, j'ai beaucoup réfléchi aussi à travers du coup le parcours de mon père et tout ça, parce que je me suis dit bon pourquoi il est venu ici, et j'ai un peu retracé un peu son parcours d'études, son chemin d'études, et en fait il s'avère que mon père est un géologue qui est venu du Congo en France pour faire ses études et passer son doctorat en tant que professeur en doctologie. Enfin, Il est... Ouais, donc il est docteur en géologie, c'est ça. docteur en géologie. Et il a fait les formations en Normandie. Enfin, il a fait ses premières armes en Normandie. Et voilà, maintenant, en gros, maintenant, il est retraité. Hein, il a fait son temps aussi. Et il donne des cours de géologie aux étudiants africains au Congo. D'accord. Donc, Il est revenu au pays chez lui ouais, pour... il fait des allers-retours entre la France et le Congo pour justement et partager son savoir qu'il a encore à travers la géologie. Ouais, c'est Et super, hein. Ça, c'est vraiment beau de revenir comme ça pour rééchanger. yes, Ouais, ouais, j'adore. grave. Et Et en donc là, fait, quand... ouais, vas-y, non, je te laisse moi, quand j'ai continuer. vu tout ça, j'ai vu un peu ce que mon père il faisait en annexe, en parallèle. Et je me suis dit, bon, j'en ai parlé à mon père, j'ai fait, bon, écoute, papa, bon, en ce moment, ça va pas trop, le social. En plus, comme je suis une personne de couleur de peau, j'étais assez souvent confronté, à travers même les institutions, à des schémas de discrimination et tout ça. Donc, bon, au début, c'est un peu chiant quand t'es jeune, tu dois affronter ça, mais quand t'arrives à 30, 35 ans et que tu vois encore des personnes comme ça devient un peu saoulant. Donc, je me suis dit, je veux changer de mood, je veux changer d'orientation pour faire voir autre chose et puis penser aussi à mon avenir d'un point de vue de tout ce qui tourne autour de l'avenir, en fait. Et, Ouais, euh, et mon père m'a dit, bah écoute, Minsal, ça tombe bien, j'ai rencontré un gémologue en Suisse. Si tu veux, tu viens, on va le voir. Il donne des cours de gémologie. Alors moi, n'y connaissant rien, quand il m'a dit gémologie, j'ai pensé biologie, parce que du coup, SVT, mon père est aussi prof de SVT. Donc d'accord. j'en ai corrigé de ses copies, de ses élèves et tout ça quand j'étais Ouais. petit. Et, Bah, ouais, c'est vrai qu'en France, il y a sciences et vie de la Terre. Ouais, c'est mélangé en ouais, fait, la géologie et puis la biologie. ouais, voilà. Et donc, du coup, il était prof en géologie en université, mais à côté, il était prof aussi dans des écoles au lycée. Il faisait des D'accord. cumuls Ouais, de ouais. postes. Et bon, voilà, j'en ai quand même dosé, j'étais pas super bon en plus. Et on va discuter. J'étais pas super bon en SVT, mais en gros, j'ai fait, bon, allez, viens, je me lance, je veux voir, je veux bien voir ce que c'est, je veux bien découvrir. Donc, on a pris notre petit avion pour aller en Suisse et tout ça. On a rencontré un maître d'œuvre, mon maître d'œuvre actuel maintenant, maître Hubert Edner. Et en fait, c'était à Montreux, hein, en Suisse. Et Ouais. en fait, cette personne-là, quand j'ai découvert du coup son atelier, tout son univers, et même sa manière de transmettre son savoir et sa passion, en fait, j'ai été contaminé par tout son plaisir et tout son univers, en fait. En gros, il Ouais. faisait de la gémologie. Après, j'ai vu qu'il faisait plusieurs modules en plus de la gémologie. Donc, il faisait des modules de création de bijoux, de dessin de bijoux, de création de bijoux à partir de cire perdue. Il fait des modules aussi de d'émaillage, de taille de pierre Bah, et c'est de très taille complet en concave fait, ouais. aussi. Ouais, et voilà, en fait, si on ressort de chez lui, on peut devenir bijoutier joaillier indépendant. Mais bon, voilà, on n'a pas la prétention de pouvoir dire qu'on est des gémologues parce que c'est beaucoup plus poussé, les études de gémologie. Mais en fait, à la base, c'est qu'on peut faire de la gémologie, mais grâce à cette gémologie, on peut tailler des pierres. Parce que si on taille des pierres sans base de gémologie, ça va être compliqué pour faire briller la pierre et pour comprendre pourquoi la pierre brille. Et, Ouais, c'est vraiment lié là, les deux, ouais, la gémologie les puis deux, la l'art de tailler gémologie, les ouais. pierres. Ouais. La gémologie et l'art de tailler des pierres, c'est deux sciences qui se complètent totalement parce que, tu vois, quand on parlait, là, on va parler de taille de pierre, de taille de précision, eh bien, Ouais. et de faisceaux lumineux.
Bah là, on rentre justement dans le schéma scientifique à travers la lumière et le prisme qui traverse la lumière qui traverse le prisme pour justement ressortir un spectre lumineux. Donc là, on est vraiment dans la science de la brillance, dans la science de l'art de la taille de la pierre pour qu'elle brille en fait. Et c'est pour ça que j'ai été du coup j'ai découvert l'univers du maître d'œuvre et quand j'ai découvert la taille de pierre et que j'ai fait un module de 2 jours et qu'en 2 jours je me suis rendu compte que je pouvais tailler une pierre en 2 jours, j'ai fait c'est ça que je veux faire. Après je vous cache pas que quand j'ai fait on va dire 5 ans d'aller-retour entre la France et la Suisse parce que j'ai dit en 2 jours on peut tailler une pierre mais ça se reprend pas en 2 jours en fait. Donc, c'est juste Non, de la ça c'est clair. manipulation. Je pense que tout le monde peut comprendre que là il y a un boulot voilà, vraiment de compréhension, Ouais. même de pratique en fait. Enfin, un petit peu j'imagine que même le geste, on peut l'apprendre théoriquement, mais après vraiment à le réaliser, à bien le Ouais, voilà. réaliser, c'est encore du temps quoi. C'est Bah, en fait, tu peux tailler une pierre en 2 jours, tu te fais assister par un lapidaire compétent, enfin, avec le maître d'œuvre. Lui, il est toujours là, il va pas te laisser en galère. Mais en gros, après, si tu reviens tout seul devant la machine, tu es totalement perdu, quoi. Donc, du coup, tu es obligé de reprendre les notes qu'il t'a données pour justement revoir les différentes manœuvres et tout ça. Mais il le fait tellement avec pédagogie et puis, on va dire, tact qu'en fait, ça passe tout seul, en fait. Donc, du coup, j'ai fait ça pendant 5 ans. Je me suis vraiment adonné à la taille de pierre. Et la gémologie, j'en ai refait 2, 3 aussi de sessions complètes pour justement renforcer mon savoir dans la gémologie. Euh, bah, je faisais des allers-retours pendant 5 ans pour un peu tous les mois pour vraiment apprendre la technique, connaître la technique, les gestes, les petits gestes. Et un moment, quand je suis arrivé à terme, pas à terme de ma formation, mais quand j'ai compris que j'étais à terme de ma formation, c'est mon maître d'œuvre qui m'a laissé son atelier en Suisse. Il était parti en Tanzanie parce qu'il a aussi des contacts là-bas et une mine et tout ça. Et, du coup, il m'a laissé son atelier. J'ai taillé ma première pierre seule dans son atelier waouh. en Suisse. Et là, quand j'ai taillé la première pierre seule, il y avait son collègue qui était là aussi, son associé. C'est là que je me suis rendu compte que je pouvais commencer à me lancer dans la taille de pierre sérieusement, m'acheter la machine et puis commencer à développer toute une activité autour, en fait. Bah, c'est vraiment une preuve de confiance, là, déjà, de t'avoir laissé l'atelier. C'est que lui, il savait que tu étais prêt. Il y avait peut-être plus que toi qui devais t'en rendre compte du fait que tu étais prêt. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'entends, là. Bah oui, parce que moi, bon, quand il m'a dit ça, en plus, c'était mon père qui m'avait ramené des pierres du Congo et m'avait ramené une améthyste, tout ça. Et en gros, j'avais envie de la tailler. En fait, souvent, on ramenait des pierres du Congo en fait, de ses étudiants. Parce que le cheminement, faut le comprendre, c'est que à la base, tous les élèves il est professeur de géologie au Congo, mais c'est dans une université à Goma. Ouais. C'est et en fait, il y a toute une parcelle avec plus de 500 étudiants et tous ces étudiants, en général, pour gagner leur vie, bah, en fait, ils sont mineurs. Mm. Et du coup, de ces mineurs-là, directement aux mineurs, vraiment pour comprendre le cheminement, nous, on s'adresse directement aux mineurs au Congo pour justement leur payer les pierres qu'ils vont creuser directement. On passe pas par des D'accord, guichets ouais. ou des parcelles où justement il y a des Par des grandes partenaires. Nous, multinationales ou des ouais, choses comme ça. Quand voilà, vous êtes en direct, voilà, c'est voilà. des anciens élèves de ton papa, en fait. C'est des anciens élèves ou des élèves Ou des qui le élèves en sont cours. encore, Ouais. Mm. parce que je vous expliquerai après les autres projets qu'on a Ouais. réussi à découler de tout ça. Mais en fait, en gros, ils ramenaient des échantillons à mon père. Mon père, il les achetait directement aux mineurs. Et après, bon, on faisait traverser. Il ramenait ces pierres-là avec toutes les contraintes administratives derrière. Mais en gros, moi, dès que je les avais en main, je partais en Suisse pour les identifier parce Mm. que j'avais pas assez de savoir d'un point de vue gémologique pour déjà savoir tailler la pierre parce que pour tailler la pierre, il faut bien regarder l'aspect cristallin et s'il n'est pas trop inclus à l'intérieur. Mhm. C'est Oui. pour des schémas de faisceaux lumineux.
qu'il faut savoir, c'est qu'une pierre incluse brillera moins qu'une pierre non incluse, hein, avec des minéraux à l'intérieur ou des petites fissures. Donc l'idée, c'était de bien apprendre C'est pour ça à qu'on dit que les pierres déceler. incluses, elles sont légèrement moins bonne qualité que les pierres. Voilà. Non, c'est juste pour expliquer, hein, pour expliquer un peu. Ça influe aussi sur le prix, en fait, donc Oui. le prix de la pierre. Donc l'idée, c'était de comprendre du coup la pierre en elle-même, savoir où la couper, savoir comment l'orienter en fonction de ses axes de cristallisation. Et, euh, du coup, j'ai commencé à faire ça avec lui au début. Et après, quand j'ai compris, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Je lance, je me lance dans la taille de pierre et l'identification de gemmes brutes pour les tailler. Et je suis remonté en France. J'ai fait quelques économies, deux, trois travails à gauche, à droite pour réussir à me financer la machine. Et je suis parti en Suisse acheter la machine pour revenir en France et m'installer en tant que tailleur de pierre en France. La machine, là, c'est la machine de taille de Alors, pierre dont tu parles. C'est une ouais. machine spéciale de taille de pierre. Alors, c'est une machine Ultratech, c'est une machine américaine, on va dire analogique. Parce que, en fait, c'est une machine de précision, de taille de précision, qui peut tailler des pierres au dixième degré près. Wow. Donc, Ok. on est sur du millimétrage, on est sur du millimètre et sur du degré au dixième près. Ouais. Ok. Ok. Donc, tu arrives en France avec cette machine que tu arrives à te payer alors. Et donc, Ouais. la machine Et arrive la machine chez toi. arrive, je Ouais. m'installe, et au bout d'1 mois et demi, confinement. Ah, ouais, moi, oui. Voilà. Donc la chute, elle était belle. Timing difficile. Ouais, j'ai commencé à faire de la prospection pendant 1 mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, j'allais voir en fait tous les joailliers de ma région parce que j'habite à Rouen, en Normandie. Donc du coup, j'allais les voir comme ça. Bonjour, je me présente, je taille des pierres, je suis lapidaire. Et je me fais super bien accueillir parce que il n'y avait pas de lapidaire à Rouen. On avait un, mais il est parti à la retraite. Du coup, je suis redevenu le seul lapidaire rouennais. Et j'ai eu 1 an et demi, si ce n'est pas 2 ans et demi, de confinement derrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais tellement triste que je me suis dit, je vais pas perdre mon temps avec la machine. Eh bien, je vais tailler une pierre par jour. Et j'ai fait une pierre par jour pendant le confinement. Je taillais une pierre par jour. Ah, c'est un beau défi, ça. Ouais, ouais. Bon, le défi était plutôt bien réussi parce que j'arrivais à Ouais. un stock assez conséquent par rapport à ça parce que on pouvait pas sortir, on n'avait rien à faire. Mais j'ai réussi quand même à faire des plus belles performances de taille de pierre que je t'ai montré. Du coup, je me suis vraiment perfectionné sur l'art de la taille de pierre, sur l'art de créer des facettes. Je me suis aussi perfectionné sur la manipulation d'un logiciel pour justement réaliser des diagrammes en 3D, des pierres avec des rendus 3D euh, avec un logiciel. Il y avait deux logiciels. Le Ouais. premier logiciel, c'est GemCAD et le deuxième, c'est GemSCAD Studio. Donc là, le logiciel, il va te permettre de visualiser comment la pierre sera taillée après, quoi. Donc, à partir d'un brut, de pouvoir deviner, avant même de la tailler, de savoir ce que ça va donner au niveau de la Ouais, brillance et de la couleur. voilà. Exactement. En fonction de la forme du brut peut définir déjà la forme de la pierre à la base. Et après, une fois qu'on a cette forme de pierre, on peut faire un rendu visuel 3D pour analyser cette brillance, pour voir la brillance de la pierre, pour voir son éclat, même la chatoyance. Des fois, on peut chercher la Ouais, chatoyance ouais. de la pierre et La brillance, ça va être la directement, quantité de lumière qui va ressortir, quoi, quand on voilà. la Et regarde. en fait, chaque pierre a son angle de réfraction. Et à travers cet angle de réfraction, eh bien, on doit le calculer pour qu'elle puisse vraiment briller. En fait, chercher son éclat, briller, faire une brillance et l'optimiser cette brillance, quoi, Mm. de Ouais. manière harmonieuse dans toute la pierre. Et donc, ce logiciel, il est magique parce que j'ai vraiment appris à comprendre comment faire briller une pierre jusqu'à son maximum, quoi, à chercher son angle critique et
ce qui diffère en fait de toutes les pierres qu'on peut voir dans le marché des pierres précieuses. En fait, on a des pierres qui n'ont pas forcément ce point de chute, cette profondeur dans la taille de pierre. Et il faut vraiment, c'est assez compliqué à l'expliquer sans visu. Mais quand on prend une pierre de taille traditionnelle et qu'on prend une de mes pierres que je taille à côté, et on demande pour vous quelle est la pierre qui brille le plus, eh bien, à l'œil nu, ça se voit directement que c'est la pierre de taille de précision qui brille vraiment le plus et qui peut faire briller le bijou une fois monté en beaucoup plus qu'une Ouais. pierre. Ça, c'est clair Après, que y a pas photo entre les deux. Et moi, j'ai vu sur ton profil, justement, je crois que c'est sur Instagram, où tu as un avant-après, la pierre quand tu la reçois et puis après l'avoir taillée. Donc là, on s'en rend vraiment compte. Je pense que je mettrai ça dans la description de l'épisode pour que les éditeurs voient un peu de visuel. Mais ouais, là, on se rend vraiment compte. Il n'y a pas photo, hein. ouais, en fait, ce qu'il faut regarder dans ces visuels-là, c'est que sur les bords de la pierre d'une taille traditionnelle, la lumière est beaucoup plus éclatante qu'au milieu d'une pierre traditionnelle. Alors que sur une pierre de tradition, sur une pierre de précision, pardon, eh bien, on peut regarder, on peut imaginer et voir le point de chute comme en dessin, mais on peut voir le center point, le point central qui est au niveau de la culasse, et puis la lumière et les couleurs qui sont réparties de manière homogène dans toute Oui, la pierre. ouais, 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 ouais. Bah justement, vu que tu t'es spécialisé un peu vraiment enfin pas un peu, mais tu t'es complètement spécialisé dans cette taille de précision, est-ce que tu pourrais dire un peu plus vraiment enfin, qu'est-ce qui va la différencier en fait enfin, comment toi, il y a la machine mais qui est très précise, mais après voilà, qu'est-ce qui va faire que ça sera plus brillant alors que les autres sont un peu éteintes quoi. Bah alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on travaille avec des loupes. Donc, il y a la loupe x10, x20, x10, x15 et x20. Moi, je m'arrête à la 20 parce que c'est très bien. Mais en gros, toutes les facettes, c'est des triangles, on va dire. C'est des triangles ou des losanges, hein, tout dépend d'un triangle, voilà. Et ces triangles-là, chaque pointe de triangle doivent, doivent se toucher. Si elles Ouais. se touchent, là, on rentre vraiment dans la taille de précision. Et en fait, grâce à ces faisceaux, grâce à ces angles qui se touchent, eh ben, la lumière, ça fait des faisceaux lumineux où la lumière rentre dans la pierre à travers la table. Quand on regarde la pierre de face, la lumière elle rentre dans la pierre à travers la table, elle rebondit sur la culasse et elle Ouais. revient sur l'autre culasse à droite. Donc ça fait un angle perpendiculaire pour qu'après elle remonte vers l'œil de l'observateur. Donc elle rentre dans la table, mais de l'intérieur vers l'œil de l'observateur. Et Ouais. c'est grâce à ces facettes qui se touchent que les faisceaux lumineux sont conservés à l'intérieur de la pierre, où justement ça peut faire soit un changement de couleur radical de la pierre en fonction de ses différentes caractéristiques et éléments physiques dans la pierre, chimiques même. Et du coup, ça peut faire des vrais mélanges de couleurs, des harmonies de couleurs. Et là, on rentre vraiment dans le schéma de la taille de précision. Donc là, vraiment, la base, ça va être le fait que les facettes soient symétriques, en fait, qu'il y ait vraiment une symétrie presque parfaite entre On eux. part sur des symétries miroirs et on part aussi sur le côté précision, sur les facettes qui se touchent, Oui, sur ouais, ouais, aussi, ouais. même sur la ceinture de la pierre, sur le côté, sur la ceinture, sur le feuilletis de la pierre, eh bien, il y a des facettes aussi. Et toutes ces facettes se touchent et se rejoignent à un point, le point central. Et Ouais. grâce à ce point central, eh ben, on a vraiment une perfection, en fait. L'idée, c'est de chercher la perfection sur la forme et la perfection sur le rendu final au niveau de son éclat et sa brillance. Bon, ben, ouais, non, c'est clair. C'est clair et c'est sûr qu'on voit vraiment la différence. Donc, comme je disais, on va mettre quelques photos pour montrer. Et pour changer un peu de sujet, tout en restant dans un peu l'univers de ton entreprise, Mm. je vois que dans ta communication, et puis bah, ça fait partie de toi, t'en as pas parlé encore, mais t'es baigné dans la culture hip-hop. Donc, Oui. est-ce que tu peux me dire un peu, voilà, comment ces deux mondes, ils se retrouvent chez toi, comment tu concilies un peu, enfin, comment tu, voilà.
Déjà, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais partie d'une culture hip-hop dans ma ville où, en tant qu'aussi travailleur social, je menais des projets pédagogiques qui tournaient autour de la culture hip-hop, de la découverte de la culture hip-hop. Et il y a un truc que je fais dans la culture hip-hop. J'écris beaucoup, je fais beaucoup d'écriture, de création à travers le rap. Et en plus, je fais aussi de la création musicale à travers les arts numériques, les nouvelles technologies. Et je me retrouve assez souvent dans un schéma où j'ai des logiciels, où je me retrouve à manipuler des ondes sinusoïdales, des sonorités. Oui. Et, et, euh, et je me suis retrouvé, pour faire le rapprochement avec le logiciel de taille de pierre, le logiciel de design, de diagramme, eh bien, je me suis retrouvé à faire de la création aussi de diagrammes de pierre, où je me suis adonné à faire, par exemple, un diagramme à 561 facettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pierres, une taille de pierre standard, en fait, la pierre a 57 facettes plus une, donc 58 facettes. Et moi, j'ai réussi avec le logiciel à dépasser ce code, en fait, faire une forme de dépassement de soi, une forme Wow, c'est qu'on impressionnant. retrouve assez facilement on retrouve assez facilement dans le schéma hip-hop où justement souvent on est dans une concurrence positive entre artistes pour se pousser vers le haut. Et ben là, j'ai essayé de reproduire le même schéma, à voir jusqu'où était cette limite de la taille de pierre, en fait. Et Ouais. ma limite à travers un design de création, ma limite créative, je suis arrivé à 561 facettes et je l'ai réalisé sur une tourmaline que je pourrais te mettre en image, sur une Ah ouais. tourmaline. Bah, Et j'ai avec réussi à plaisir. trouver. Ouais. Il y avait deux couleurs sur le brut, et quand j'ai taillé la pierre, toutes les facettes réunies, les 561 facettes réunies, ça a créé un faisceau lumineux où il y a une nouvelle couleur qui est apparue. Il y a donc trois, quoi. Il y avait Je une crois, tricolore, ouais, la pierre. ça fait quasiment 10 fois plus que la taille standard, en fait. La taille de brillant, on Ah appelle ouais, ça, là, hein, c'est... si je... Mm, mm. Donc ouais, c'est fou. C'est vraiment fou. Là, C'est... on peut parler d'ultra précision, parce qu'il y a la precision cut, mais il y a l'ultra précision. Donc, Ouais, là, on est dans la création pure et dure, et je me suis retrouvé assez facilement entre le côté créatif et le côté artisanal, quoi. Donc, il y oui, avait de la création dans l'artisanat. Enfin, c'était tout se mélanger. Puis comme moi, j'aime bien, dans le hip-hop, on touche un peu à tout. On se fait beaucoup d'échanges, de partages et tout ça. Je me suis assez retrouvé facilement dans ce ouais. de création, en fait. Et mon maître d'œuvre me disait souvent, au tout début, j'avais des commandes où on me demandait de refaire, je sais pas, 10 pierres de la même taille, enfin voilà, de manière industrielle. Et il me disait, mon maître d'œuvre, oublie pas qu'on fait de l'artistique, on fait pas de la taille industrielle, on fait pas de la Ouais. taille commerciale, on fait des pierres qui taillent. En fait, maintenant, on taille des pierres uniques Oui, avec c'est leurs ça. facettes uniques et il n'y a pas de pierre, il y a pas deux pierres qui pourraient se ressembler en fait, parce que chaque pierre est unique aussi. Elles ont toujours leur caractère, leur inclusion, ou s'il n'y a pas d'inclusion, c'est high clean. Mais même dans le high clean, il y aura toujours la signature, la marque de fabrique d'une facette qui se touche à travers la taille de précision. Et Ouais. chaque personne qui font de la taille de précision ou de la taille de pierre traditionnelle, ils ont leur marque de fabrique. Et là, moi, je suis vraiment je me concentre maintenant plus vers la taille unique de pierre avec des facettes uniques. Oui, 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 non, bah, c'est vraiment comme ça que tu te différencies et puis que enfin, tu te lances à toi-même des défis, quoi, si je comprends bien. Ouais, voilà. Et souvent dans la culture hip-hop, c'est beaucoup basé de défis en fait. On peut Mm. faire des battles, on peut faire on se donne des contraintes pour écrire, on se donne des thèmes, Ouais, enfin voilà. ouais, ouais. Et du coup, j'ai reproduit à peu près le même schéma et je pense que je suis un peu comme ça aussi. Donc, que Ouais, c'est un super je me mélange, suis ça pas va. perdu. Ouais, finalement, ouais, au départ, on peut se dire bah, que c'est vraiment deux mondes différents, mais en fait, ouais, t'as vraiment trouvé ça, enfin, ça te correspond complètement, quoi. Et t'as Et trouvé puis, ce qui unit les faut deux mondes, savoir quoi. aussi,
Bah, le hip-hop, souvent, c'est qui dit hip-hop dit aussi bijoux, dit Oui. aussi voilà, Un peu bling aussi, non? extravagance, Ouais. bling bling, voilà. Donc bon, je suis loin d'être un bling bling, mais c'est Non, vrai mais que bling, ouais, c'est là façon de parler. dernièrement, ouais, là dernièrement, je me suis dit que cette année, en fait, je me concentrais vraiment sur la création pure et dure, on va dire, de bijoux en collaborant avec des designers de bijoux, des joailliers et déjà et des dessinateurs aussi de bijoux. Ouais. Et l'idée, je me suis fait un petit plaisir où je me suis fait mon petit sur-mesure de bague avec tout un schéma où j'envoie la pierre, le design de la pierre en fichier STL au designer. Le designer prend la pierre en 3D, il la met dans son bijou en 3D. Et après, par la suite, il y a tout un schéma où je collabore avec les joailliers et puis les fonderies pour imprimer tout ça. Et maintenant, je réalise à l'heure d'aujourd'hui des bijoux sur mesure pour, Ouais. pour des rappeurs, pour des particuliers, des joailliers aussi qui souhaitent travailler dans le schéma collaboratif. Ouais, Et voilà, c'est pas seulement les rappeurs, tu arrives à toucher un monde de personnes aussi qui veulent des choses de qualité, ça peut être aussi des lithothérapeutes, ça peut être vraiment toutes les personnes qui sont intéressées par le schéma de se faire son propre bijou ouais. personnel, unique aussi, Mm. bijou unique, et, euh, et de faire briller son entourage grâce à ça, quoi. Ou Ouais. sa personnalité aussi, quoi. Je, je vois aussi, là on a parlé d'hip-hop, je vois aussi que tu es engagé, en tout cas sur ta page, tu parles dans l'humanitaire, bon, dans le social, oui, Oui. par ton métier. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous partager un peu, bah, je sais pas, les valeurs qui te sont chères Bah déjà, moi, dans le hip-hop, je parle souvent de valeurs de respect, de partage et d'échange. Dans le côté humanitaire, je vais essayer de rester sur ces valeurs-là et rajouter le côté équitable, le Mm. côté commerce équitable, parce que en fait, mon engagement, il était tout simple. J'ai fait un peu pas une forme de burn-out, mais une crise existentielle en me disant, c'est un peu compliqué, je comprends pas le pays dans lequel dans lequel mon père a grandi, et donc mon pays d'origine, et c'est le Congo, et puis c'est le deuxième pays le plus pauvre du monde, alors que Oui. c'est l'un des premiers pays qui a le plus de ressources minières et ressources et de richesses minières. Euh, de par l'état de son sol, qui est exploité, pillé, qui a toujours depuis les massacres Tutsi, il y a toujours des malversations qui se créent autour des multinationaux, enfin voilà, je peux aller même dans des schémas un peu plus précis, un peu plus poussés, mais en gros, c'est vraiment là en ce moment par rapport au coltan, par rapport au schéma depuis des crises, des crises pas diplomatiques, mais en gros, avec les Nokia, les histoires de Nokia, quand ils étaient en train de prendre la terre, en fait, parce que c'était juste la terre, ce qu'ils veulent pour faire leur batterie électronique dans leur téléphone. C'est de la terre et il y a eu beaucoup de malversations, de pillages de villages pour justement bénéficier de ces ressources en collaboration avec les multinationaux, en fait. Et souvent, on n'en parle pas. On n'en Non, c'est parle pas vrai. parce que on n'en parle pas parce que souvent, à travers les médias européens, eh bien, ce sont nos cas, ce sont des grands financeurs des chaînes, et souvent, les chaînes ne vont pas parler mal de leur patron, donc du coup, c'est souvent assez camouflé à travers les médias. Il faut aller se renseigner à travers d'autres médias. Il y a eu des films qui ont été sortis sur ça, L'Empire du silence. Je vous invite tous à regarder ce film. L'Empire du silence, il décrit vraiment actuellement ce qui se passe entre les viols de guerre, entre
les pillages entre les chefs de guerre, les anciens enfants soldats qui sont devenus chefs de guerre. Ça fait vraiment longtemps que le pays est dans un bouleversement. Ouais, ça fait froid. Ça fait froid dans le dos tout chaotique. Ça. C'est sûr que c'est un peu chaotique. Et moi, mon engagement, il a été de réfléchir comment on pouvait faire contrebalance en fait pour que le pays puisse évoluer et puis profiter de ses propres richesses. Et voilà, la première partie de cet entretien est maintenant terminée. Dans la deuxième partie, Minsal nous présentera ce qu'il met en place pour améliorer la vie des étudiants congolais en géologie et en même temps mineurs. D'ici là, je vous invite à aller regarder son compte Instagram pour voir les superbes tailles qu'il réalise et pourquoi pas même déjà engager la discussion directement avec lui. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.